Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec Jean-Paul sur le Da Fresh Morning. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, sauf la pluie qui nous a un peu embêtés, la rosée. Jean-Paul, il pleut tous les jours au Gabon. Tu l'as déjà non, mais c'est la habitué. saison, mais c'est horrible. Voilà, donc faut prendre tes dispositions. C'est horrible, Alors, on parle de quoi ce matin? On va parler d'un chiffre 8 milliards. On en a parlé hier. Vous en avez entendu parler dans la plupart des médias. 8 milliards, oui. Depuis hier, l'humanité a dépassé le chiffre symbolique de 8 milliards d'habitants. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette estimation? Mais il faut savoir qu'il existe un organisme au sein des Nations Unies qu'on appelle l'INED. Et l'INED publie tous les 2 ou 3 ans, qui fait un peu un état sur la démographie globale. Donc, il récupère un peu les chiffres auprès des pays et à partir de là, ils font des projections. Et donc, c'est sur la base de la publication de cette année, de l'UNED, que celle-ci avait estimé en début d'année que l'humanité devait dépasser la barre symbolique des 8 milliards d'habitants. Alors, il faut savoir que en 200 ans, donc en 2 siècles, le nombre d'habitants sur Terre est passé par 8, a été multiplié par 8. En 1800, on était aux alentours de... nous sommes en 2022, donc en 1822 par là, on venait de dépasser le cap symbolique d'1 milliard d'habitants. Et grâce au progrès technologique, grâce à la science, notamment grâce aux techniques de santé, à l'évolution des techniques de lutte contre les maladies, on est parvenu à rallonger l'espérance de vie, à améliorer la fécondité et à améliorer, si tu veux, le cadre de vie des gens sur Terre de manière globale. Et c'est ce qui explique qu'on ait pu, en un laps de temps si court, parce que 200 ans dans la vie de l'humanité, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en 200 ans, on a pu multiplier le nombre d'habitants par 8. Et donc, ces experts estiment même que cette population, qui est de 8 milliards aujourd'hui, devrait aux alentours de 2050 atteindre la barre symbolique des 10 milliards. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé, si tu veux, au sommet de cette courbe de progression de la fécondité mondiale. Et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que, grosso modo, si tu veux, on continue à améliorer, si tu veux, la fécondité. Donc, la race humaine ne va pas disparaître. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais quand on regarde maintenant la fécondité en fonction des zones géographiques, là, c'est encore plus intéressant. Alors, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la Chine reste le pays le plus peuplé du monde, avec 1 milliard 420 millions d'habitants, mais 1 milliard 430 millions d'habitants, pardon, mais ce ne sera pas le pays le plus peuplé dès l'année prochaine, parce que l'Inde, qui a cette année 1 milliard 420 millions d'habitants, a par contre un taux de fécondité plus élevé, environ 2% de la population, contre 1,2% pour la Chine. Donc, la Chine qui commence, si tu veux, à subir les effets de sa politique, des effets négatifs de la politique qu'elle avait mis en place, la politique de l'enfant unique, qui pendant plus d'une trentaine d'années avait, si tu veux, limité la fécondité. Si au départ, la Chine n'en voyait pas les répercussions parce qu'elle avait une population jeune qui dominait largement la population âgée, aujourd'hui, on se rend compte de 2 choses. C'est que du fait de l'amélioration des conditions de vie des Chinois, il faut savoir, la vie des Chinois en 1950 n'est absolument pas la même en 2022. Les Chinois ont considérablement amélioré leur qualité de vie. Ils ont de meilleurs systèmes de santé, ils ont de meilleures infrastructures, ils ont une meilleure économie, donc ils ont plus d'argent. Et donc ça fait que les Chinois font de moins en moins d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle les autorités chinoises avaient d'abord assoupli le verrou de l'enfant unique. On est passé à l'enfant unique plus 1, et puis ils se sont rendus compte, en regardant la dégradation des ratios démographiques, lorsqu'on regarde la part de la population, notamment le nombre d'habitants chinois qui auront plus de 60 ans pourra être multiplié par 3 d'ici une dizaine d'années et même par 6 d'ici une quinzaine d'années. Donc on aura ce qui est clair, c'est que la population chinoise est vieillissante et donc face à cette
à cette réalité qui devient véritablement un danger, parce que la force de la Chine, elle a pu, si tu veux, le progrès spectaculaire que l'on a pu observer en Chine, il a pu se bâtir en grande partie sur sa démographie, le fait qu'il avait une population forte, et donc c'était le gage d'une main-d'œuvre abondante. Mais ça marchait dès lors que la population était grosso modo ou majoritairement jeune. Et donc ce vieillissement de la population représente un danger pour elle, et c'est la raison pour laquelle la Chine est en train a dû revoir sa stratégie en matière de démographie et de fécondité, en levant justement totalement le système de l'enfant unique. Et donc, quand on regarde en Europe, la situation est encore plus dramatique. Quand vous regardez les chiffres de la fécondité en Europe, l'Espagne, par exemple, c'est le pays qui a le taux de fécondité le plus faible, à environ 0,1%. Alors que vous voyez que en France, la France fait encore quand même plus ou moins bien les choses. La France est aux alentours de 1,9%. Donc, mais grosso modo, quand vous regardez les ratios en Allemagne, l'Allemagne qui est la première puissance économique européenne, la population aussi, les ratios démographiques se dégradent et donc la population vieillit. Mais qu'est-ce qui explique que on ait aussi cette baisse de la fécondité dans ces pays-là? Eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe que plus la qualité de vie d'un pays augmente, c'est-à-dire que plus le pays devient riche, il crée des infrastructures, etc. Donc, le cadre global est amélioré, on a de meilleurs emplois, de meilleures rémunérations, un meilleur système de santé et d'éducation, des infrastructures, etc. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la fécondité diminue. Mais c'est normal, parce que les femmes, par exemple, ont accès à des emplois mieux rémunérés, pour la plupart des emplois quasi équivalents à ceux des hommes, et donc elles subissent les mêmes contraintes que les hommes en la matière, et donc elles ont de moins en moins de temps pour faire des enfants. Elles privilégient, et ça c'est tout à fait normal, parfois leur carrière au détriment du choix d'une vie de famille et donc d'être mère. Donc ça, c'est un peu la conséquence naturelle, prévisible de la baisse de la fécondité. Et l'un des pays qui en est la parfaite illustration, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud a le taux de fécondité le plus faible au monde. Il est environ de 0,8%. Donc ça veut dire que les femmes sud-coréennes font moins d'enfants, moins d'un enfant. Ça veut dire que vraiment, il y a vraiment un niveau de fécondité très très faible là-bas. Et ça s'explique par le haut niveau de la qualité de vie. Lorsqu'on regarde l'indice de développement humain, l'IDH de la Corée du Sud est parmi l'un des plus élevés de la planète. Il est au même niveau que ceux des pays scandinaves qui sont considérés comme ceux qui ont les IDH les plus élevés de la planète. Et lorsque l'on regarde, donc, comme je le disais, on constate donc que plus le pays est riche, plus le pays est développé, et moins il fait d'enfants, donc plus la courbe de la fécondité est baissière. Et lorsque l'on regarde maintenant les pays où le niveau donc de fécondité est le plus élevé, on constate que c'est majoritairement en Afrique, dans une partie de l'Asie et une partie du Moyen-Orient. Et donc ça, c'est dû à quoi? C'est parce que dans ces zones-là, ils ont une qualité de vie qui est moins élevée, qui est moins bonne. Ils ont moins d'infrastructures, moins de moyens que les pays du Nord, les pays d'Europe, les pays d'Amérique du Nord ou certains pays d'Asie du Sud, certains pays d'Asie, comme la Chine, comme le Japon ou la Corée du Sud, comme on en parlait tout à l'heure. Le Japon aussi qui fait face à un vieillissement toujours prononcé de sa population, en dépit du fait que le Japon est en matière d'avantages de politique de natalité, où on offre les meilleurs avantages aux couples qui font des enfants, mais malheureusement, ça n'arrive pas à inverser la courbe, à la raison, aux éléments que j'ai pu expliquer tout à l'heure, liés justement à la productivité des femmes dans le monde du travail, et donc ce qui fait que ça a un impact sur leur fécondité. Et donc là où c'est intéressant pour nous en tant qu'Africains, c'est lorsque l'on regarde les chiffres de la fécondité à travers le continent africain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique compte à peu près 1,4 milliard d'habitants, la totalité de l'Afrique en 2022, mais en 2100, ce nombre d'habitants pourrait être multiplié par 3. Environ 3,4 milliards d'habitants pourraient être sur le continent africain. Pour le moment, nous sommes 1 habitant sur 6 est originaire et vit sur le continent africain, mais en 2100, ce sera 1 habitant sur 3. Et l'autre atout, c'est qu'en 2100, avec 3,4 milliards d'habitants, on aura plus de 80% de cette population qui aura moins de 35 ans. Donc, on aura
on sera le seul continent au En monde 2100. en 2100 à avoir L'Amérique une sera forte plus démographie et surtout une Ah oui, population bien évoluer. extrêmement jeune, très très jeune. Et ça, pour moi, c'est un signe d'espoir, contrairement à ce que vous pourrez entendre dans une certaine presse occidentale, à dire que oui, le fait que, par exemple, au Niger, le Niger, c'est le pays qui a le taux de fécondité le plus élevé au monde, environ 6,7%. Donc, une Nigérienne fait en moyenne plus de 6 enfants. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire pour les Occidentaux. Et donc, même si le Niger est l'un des 3 pays les plus pauvres du monde, on a tendance à dire, oui, mais si les Africains, ils font trop d'enfants, pourquoi ils font des enfants alors qu'ils n'ont pas les moyens? Mais non, ils font les enfants, non pas parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils font les enfants parce que la qualité de vie augmente. Même si cette croissance, cette ascendance de la qualité de vie n'est pas proportionnelle à celle qu'il y a en Europe ou dans certains pays riches d'Asie, néanmoins, il y a une réalité qui est là. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que lorsque l'on regarde globalement le continent africain, depuis, si on peut prendre une période, prenons par exemple depuis 1980 jusqu'en 2022, le continent africain, qui a toujours été le plus pauvre de la planète, qui a toujours été le moins avancé économiquement, socialement, techniquement, le continent africain qui fait face aux pandémies, hein, on n'a pas attendu la Covid-19 pour faire face à certaines maladies. Régulièrement, on a eu le sida qui a fait des ravages dans les années 80 et 90. Ebola. On a eu Ebola, on a les famines et on a les famines, on a les endémies comme le palu, la tuberculose, etc. Et on a les guerres. Donc, normalement, le continent africain ne devrait pas avoir des chiffres démographiques tels que ceux que l'on peut observer aujourd'hui. Donc, à la rigueur, scientifiquement, c'est quasiment une aberration. Et donc, c'est la raison pour laquelle même moi, je suis un peu sceptique lorsque l'on dit qu'en 2100, la population africaine sera de 3,4 milliards d'habitants. Pour moi, je pense que c'est un niveau qui n'est pas assez optimiste. Moi, je pense même qu'on aura plus de 3 milliards d'habitants, enfin, voire même 4 milliards d'habitants. Et au lieu d'être 1 sur 3, peut-être 1 habitant sur 2 de la planète sera sur le continent africain. Et moi, je pense que ça doit être le moment, ça doit être grâce à cette information, dès lors qu'on le comprend, il faut donc qu'on se prépare à accueillir cette population-là. Se préparer à quoi? D'abord, toujours travailler pour améliorer nos infrastructures et surtout, il faut que l'on se prépare à accueillir toute l'industrie, toutes les technologies qui viendront de l'extérieur parce que nous sommes dans un monde productiviste et donc qui produit, c'est là où on se trouve la main-d'œuvre abondante, bon marché et c'est sur le continent africain que l'on va trouver cette main-d'œuvre à la fois abondante et bon marché parce que la population sera extrêmement jeune et parce que les niveaux de rémunération seront parmi les plus faibles de la planète. Donc c'est sur le continent africain que les autres pays qui voudront continuer à produire des biens et services dont ils auront besoin, vont faire ce qu'on a fait exactement en Chine entre la fin des années 80 et la fin des années 2000, c'est venir investir massivement en Chine pour construire des usines, pour former les Chinois à produire des biens dont les processus de production sont de plus en plus complexes. Aujourd'hui, les Chinois vont jusqu'à fabriquer des satellites. Donc, ça veut dire qu'ils sont même à la pointe de la technologie mondiale. Mais cela a été possible parce qu'ils avaient présenté un atout extrêmement attractif, c'est celui de leur très forte démographie. Et donc, il faut que le continent africain s'attende à ce que dans 50, dans 30, 40, 50 ans, l'Afrique devienne, si tu veux, l'usine du monde comme la Chine et comme le sera dans un avenir très proche, l'Inde. Mais pour cela, il faut que les États africains déjà se mettent ensemble, réfléchissent ensemble sur les stratégies à mettre en œuvre pour justement accueillir ces populations-là et pour la préparer et pour préparer le continent africain à avoir aussi le double avantage d'être celui où on a toutes les ressources naturelles et donc de pouvoir prendre ces ressources-là, les transformer immédiatement parce que nous avons les populations, mais il nous manque que la technologie, même si on nous refuse la technologie maintenant parce qu'on estime que on va pas
parce que ça pourrait nous apporter le développement et que eux, ils ont encore les populations pour justement produire ces biens et services là grâce à la technologie qu'ils détiennent, et ben du fait de le vieillissement de leur population, et ben moi je dis que ces pays, notamment les pays occidentaux et certains pays asiatiques, seront bien obligés de lâcher du lest sur le plan technologique et de voir venir sur le continent, et à partir de 2100 voire 2150 ou 2200, et ben l'Afrique sera la première puissance non pas seulement démographique mais aussi économique et technique du monde. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est vraiment ton optimisme là. Bien sûr. Je sais là où tu vas amener. Toi, Bien tu sûr. sais là où tu vas amener ça. Voici la publicité. Retour. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.